nous ne sommes pas arrivés à un tournant important de l'histoire de cette lutte panafricaniste? Je viens de boire comme du petit lait tout ce qui a été développé. J'ai pris plaisir à écouter avec un grand intérêt mon grand frère Bandakani. C'était d'une profondeur inéluctable et indéniable, dans la mesure où, de façon factuelle et analytique, il a fait des démonstrations que j'approuve entièrement. Je dis bien entièrement et sans faille. Et cela me permet de répondre à votre question en revenant sur un des aspects qu'il a évoqué. Effectivement, on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, la question du pancapitalisme dont j'évoquais en amont soit un élément fort dans le contrôle des opinions, des intellectuels, des théoriciens et des grands faiseurs des utopies aujourd'hui. Il a rappelé quelqu'un qui a contribué à les travaux de quelqu'un qui a contribué à façonner notre façon de voir le monde, Achille Mbembe. Et la réalité, c'est que on ne peut ne pas manquer de s'interroger aujourd'hui quand quelqu'un comme Achille Mbembe a mis sur la table sa théorie de l'afropolitanisme. Parce que, qu'est-ce qu'il dit, le professeur Achille Mbembe? Il dénie au panafricanisme toute capacité à porter le rêve africain et dénie à l'Afrique la capacité de se réaliser à partir du panafricanisme. Il propose donc en retour ce qu'il a appelé l'afropolitanisme. Donc, pour lui, l'afropolitanisme consiste à penser l'Afrique à partir de la citoyenneté monde. C'est une aberration. C'est plutôt l'Afrique qui doit se redéployer à partir de sa puissance, de façon endogène. Et c'est ce que nous enseignent les travaux de Cheikh Anta Diop et des autres. Le diopisme, c'est quoi? C'est l'antériorité de la civilisation nègre, à tout point de vue. Et à partir de là, si on a pris connaissance, on a pris conscience de ce que la véritable puissance sur laquelle les autres se forgent aujourd'hui pour nous dominer a été plagiée en Afrique à partir des papyrus égyptiens. Pourquoi donc fonder et créer d'autres utopies à partir de l'ailleurs? Il faudrait davantage trouver des moyens pour nous les approprier. Et c'est le travail que faisaient les gens comme Omotunde, en allant puiser dans ces humanités classiques profondes, des travaux de l'égyptologie ancienne, notamment égypto-nubienne. Et en cela, je crois que on devrait davantage être réconforté par la posture du panafricanisme aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, il y a des grandes évolutions. Je devrais être en France la semaine prochaine. Vous pouvez taper sur le net pour voir le programme. Et jusqu'à présent, tout est bloqué au niveau de l'ambassade. Moi, j'ai compris pourquoi. Pour expliquer aux étudiants de Lyon la question du néo-panafricanisme réactionnaire. Et donc, tout a été programmé. Ceux qui sont à la maison, ils n'ont qu'à taper Université de Lyon, du 20 au 28 novembre, Lyon 2 notamment. Vous verrez bien, Dr David Ebouto doit donner une conférence à Lyon 2. Voilà, vous êtes au courant. Jusque-là, je ne suis pas sûr que je vais me déplacer d'ici. Ça fonctionne comme ça, mais ça ne me surprend pas. Parce que on sait très bien que on connaît très bien mon positionnement heuristique, scientifique. On sait très bien mes acquaintances avec les Bandakani, Tassinda et les autres, dont le positionnement heuristique et scientifique est connu. Et donc, il ne faudrait pas être surpris par ce que je pourrais dire aux étudiants lyonnais. Donc, il y a donc la question du panafricanisme a fait son chemin, est aujourd'hui une réalité. Allons plus loin pour dire que je crois que l'Amérique a un rapport métaphysique avec l'Afrique. Vous savez, le panafricanisme est né aux Amériques. C'est-à-dire que bien que ce soit une réalité longtemps attestée, parce que le panafricanisme naît de par sa matrice, par les douleurs de l'histoire africaine et du peuple noir. Mais elle a pris sa matrice dénominative aux Amériques. L'avocat de Trinidad, Sylvester Williams, décide de donner un nom à toutes ces énergies, à toutes ces douleurs du monde noir et à la vision qu'il avait de ce que ce monde noir-là peut être. Et il dit, sur la base des autres pannes, je crois que cette histoire s'appelle le panafricanisme. Et ce panafricanisme part de là pour commencer à se maturer en Europe. Vous voyez un peu les liens métaphysiques. Il commence à se maturer en Europe avec la phase des différents congrès.
Et c'est à partir de la maturation que quelqu'un là-bas, un Africain cette fois-ci, Kwame Nkrumah, s'est dit, mais cette histoire-ci on peut en faire de la politique. Est en l'air. Il faudrait en faire un instrument politique. Tout à fait. Et je peux en être le sujet expérimentateur. Et décide de rentrer en Afrique en 1947 pour en faire justement l'expérience, l'expérimentation. Secrétariat de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Le fameux secrétariat. Le fameux secrétariat. Il arrive et implémente cela, rentre en politique tout de suite. Et vous connaissez la suite. La suite, c'est que effectivement, il y a des débats qui vont te suivre et qui vont te donner lieu non seulement à des conférences populaires, mais également à quelque chose qui est aujourd'hui négligé, banalisé par les Africains eux-mêmes. Et c'est pour cela que cette question me fait très mal. Bien qu'eux-mêmes en soient conscients, je parle de l'Union africaine. L'Union africaine est la volonté panafricaine de ce qu'on appelle le panafricanisme institutionnel. L'Union africaine en est la consécration matérielle. Et on a l'impression que les batailles idéologiques qui ont créé l'Union africaine, celles qui semblaient être modérées, c'est elles qui continuent de nous diriger aujourd'hui, ou alors c'est celles-là qui portent l'Union africaine aujourd'hui. Vous savez que l'Union africaine, notamment l'organisation de l'unité africaine, dont l'ancêtre de l'Union africaine, a connu dans sa maturation idéologique 2 batailles farouches avec les groupes de Monrovia et de Casablanca. Tout à fait. Et nous sommes aujourd'hui l'expression du groupe de Monrovia. C'est-à-dire que ceux qui disaient non, allons-y par étapes, vous savez, ces gens-là, on a encore besoin d'eux, il faut y aller progressivement, la coopération. Nous y sommes en plein. Là où je disais que j'ai l'impression que malgré ces balbutiements de cette institution panafricaine, aujourd'hui, elle-même continue à croire que la survie de l'Afrique passera par elle, c'est à partir de 2013. Vous savez, quand cette institution a célébré son cinquantenaire, vous connaissez les thèmes, vous vous rappelez? Panafricanisme et renaissance africaine. Ça peut surprendre tout le monde, mais c'était ça quand l'OUA a célébré son cinquantenaire. Le thème choisi, c'était panafricanisme et renaissance africaine. C'est tout dire. Donc, je crois donc qu'il y a quelque chose à faire. Je crois surtout que ceux qui sont portés à ces charges-là sont encore liés comme par un carcan de peur. Ils se disent, que deviendrons-nous? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on peut véritablement s'assumer en toute légitimité? C'est ça la grande question. Et quand ils ont suivi des gens comme Madakani, des gens qui viennent s'exprimer sur ce plateau avec une certaine témérité, je crois qu'ils ont un motif de se dire, allons-y, engageons-nous, puisque cela commence à porter des fruits. Le Mali n'est pas un fait de hasard aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire, ce qui se passe au Mali n'est pas un fait de hasard. C'est le produit d'une construction progressive, d'une maturation permanente, d'un discours permanent, du panafricanisme. C'est-à-dire qu'on a martelé à longueur de journée, à longueur de temps, à longueur d'explication, qu'à la réalité, on ne peut avoir notre survie, on ne peut se réaliser qu'à partir du panafricanisme. On a essayé d'autres utopies. Mais on ne va pas passer le temps à mobiliser les utopies et les théories pour voir qu'est-ce qui sera bien pour nous. Le panafricanisme s'impose à nous aujourd'hui. Et c'est là où je rends hommage à Omotunde Kipa, qui nous disait encore récemment au Palais des Congrès de Yaoundé que la dimension à intégrer dans le panafricanisme, c'est son côté holistique. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des chercheurs qui vous disent, qui sont jaloux de leur discipline, professeurs, qui disent non, c'est approprions-nous de l'égyptologie. Non. On peut être égyptologue et panafricaniste. Cheikh Anta Diop était un égyptologue. Tout à fait. Cheikh Anta Diop était un égyptologue. Oui. Mais pour lui, ce qu'il mettait devant, c'était la grande utopie émancipatrice du panafricanisme. Tous ces grands intellectuels-là qui ont engagé quelques travaux fondateurs, Biyogo, Obenga, sont des panafricanistes. Ils le disent tous les jours, le proclament, disent et assument le fait que nous ne pouvons nous réaliser que par le panafricanisme. Donc, en cela, et en mettant en lien tout ce que les uns et les autres ont dit aujourd'hui avec la question fondamentale du rapport de force qui oppose l'Afrique à l'Occident, il faudrait que l'Afrique aujourd'hui prenne conscience que les autres n'ont systématiquement réfléchi qu'à partir de ce paradigme-là. C'est-à-dire que quand l'Occident vient réfléchir avec l'Afrique, ils viennent réfléchir en termes d'hégémonie. C'est arrêté, c'est comme ça. Ils viennent, ils se disent, comment faire si on essaie de leur proposer telle voie et qu'ils n'acceptent pas? On passe par l'accaparement. Regardez ce qui se passe dans le golfe de Guinée avec les richesses qui y sont. Parce qu'ils ont fait des projections
on vous dit que le monde, dans 50 ans, va se définir du point de vue géostratégique à partir de ceux qui auront réussi à mettre la main sur les richesses du golfe de Guinée. Et donc, ils se projettent et se disent, si on ne peut donc pas, si on ne peut donc pas trouver des alliances avec les Africains aujourd'hui, il faudrait peut-être mobiliser d'autres moyens en localisant et en identifiant la véritable menace. Et je crois qu'aujourd'hui, eux qui ont des think tanks, eux qui ont des cabinets stratégiques qui se projettent, parce que c'est ça aussi le drame de l'Africain. Nous avons passé le temps à réfléchir sur 1 semaine, 2 ans, nos plans stratégiques, oui, voilà, dans 2 ans, 1 an, 3 ans. Les autres réfléchissent sur 1 siècle, 2 siècles, et se disent, voilà la voie. Et à partir de là, ils identifient les menaces. La réflexion géopolitique. C'est ça l'essence même de la réflexion géopolitique. Dès qu'on se projette, on identifie les menaces et on élimine tout type de menaces pour que le chemin soit balisé. Ça fonctionne comme ça. Mais pourquoi nous ne l'avons pas compris? Pourquoi les Africains jusqu'à présent ne l'ont pas compris? Que l'ennemi déclaré aujourd'hui pour la réalisation de l'Afrique, c'est l'Occident pancapitaliste. C'est l'Occident pancapitaliste qu'il faut déconstruire à tous les niveaux. Hein? Nous nous attelons au plan scientifique et je suis entièrement d'accord avec l'analyse faite par mon aîné Bandakani tout à l'heure, parce que nous sommes dans les milieux de la recherche à un certain niveau. Et je prends à témoin le professeur Basilekin, ici présent. Il sait à quel point les laboratoires conditionnent pour simplement publier un certain type de recherche, notamment de papiers scientifiques. Je vais prendre un exemple banal. Un papier que vous envoyez au journal Le Monde pour une tribune qui est en fait similaire à un papier scientifique que vous envoyez au journal Le Monde. Il vous le corrige à 3 reprises, vous l'envoie, vous impose des lignes et si vous refusez, on ne le publie pas. Oui. Mais pourquoi, je ne vais pas citer des aînés que nous respectons qui ont pignon sur eux, mais pourquoi des aînés réussissent à publier systématiquement dans ces journaux-là et c'est eux qu'on veut nous présenter comme des modèles scientifiques? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Alors que dans leur postulat scientifique et heuristique, on comprend très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a des choses à démonter. Mais pourquoi ce sont eux? C'est parce que l'Occident et sa cour de source a compris que ce n'est que par là, ce n'est qu'en passant de façon subreptice par leurs idées qu'ils peuvent continuer à perpétrer leur hégémonie intellectuelle et culturelle. Et donc je dis, ce sont des enjeux à mettre à nu. Et que nous sortions de l'enclos, de la vassalité, qui veut que oui, cette coupole-là de maître, d'autorité, en tout point de vue, continue de nous dominer. Il faut briser cette façon de faire. Et en brisant cette façon de faire, je crois que ça va libérer les énergies. Et le panafricanisme qui est déjà en soi une énergie historique. Parce que c'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, en naissant en 1900, n'est pas né comme ça. Elle est née parce que justement, elle était porteuse d'une certaine énergie historique. Et cette énergie-là fait suite à l'histoire douloureuse de l'Afrique. Quel autre peuple a connu 5 siècles de domination? Esclavage, colonialisme, néocolonialisme, domination sur domination, histoire de violence. Le panafricanisme, contrairement à d'autres pans, le panslavisme, le panaméricanisme, le pangermanisme, tous ces pans-là, le panafricanisme a ceci de particulier, qu'il est d'abord le fruit d'une douleur de l'histoire du peuple noir. Et en cela, il doit être un avantage aujourd'hui parce qu'il nous définit clairement la voie à suivre pour nous réaliser et sortir enfin de cette domination qui a fait de nous des larbins et des êtres qui ne vivent pas, qui végètent et qui vivotent. Merci à vous, docteur. Afrique Média. Le monde, c'est nous.